Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Décidément, Alexandre, la mauvaise presse, le dommage réputationnel entourant WestJet se poursuit. Et on a à la une du journal ce matin une histoire incroyable d'une famille de 14, des Québécois, qui sont coincés au Mexique. Ouais, c'est pas parce que ça a duré moins de 24 heures, cette grève-là, que les impacts se font pas sentir sur le terrain. Puis un exemple, assez intense, merci. La famille de Mme Josée Pelletier, 52 ans, vient de Drummondville. C'est une famille d'accueil pour 5 petites filles de la DPJ qui sont en 7 mois, entre 7 mois et 7 ans. Okay? Eux autres sont au Mexique, sont 14. Et là, il y a évidemment la grève qui est déclenchée dimanche. Lundi, entente de principe. On attend bien évidemment que ce soit signé toujours. Mais là, c'est au-dessus de 300 vols qui ont été annulés et on continue d'annuler des vols quand même. Même dans la journée hier de mardi, 16 autres l'ont été parce qu'on n'a pas été capable de redistribuer les pilotes partout. Et là, on comprend pour la famille, à 7 heures le matin, lundi, à quelques heures à peine du vol, que c'est fini, que tout a été annulé. Et là, on n'a pas de nouvelles de l'agence de voyage. Le lobby de l'hôtel, eux, disent, écoutez, ça va être 3 000 US la nuit pour 4 chambres à vos frais. Ça a déjà coûté au-dessus de 22 000 à la famille parce qu'ils voulaient absolument amener les petites de la DPJ puis tout le monde, toute la famille au grand complet. Là, ils ont dû louer une villa pour l'instant à 500 $ la nuit parce que ça leur permet au minimum de faire du lavage puis d'être capable de rester un peu plus longtemps. Mais là, ce qu'on comprend, c'est que ça va être le cauchemar à revenir. Parce qu'imaginez, il faut trouver 14 sièges dans le même avion. Là, il y a comme une compagnie qui a proposé à juste le fils de 15 ans d'avoir des billets. Là, ça n'a comme pas de bon sens parce que personne là-dedans a une autorisation parentale de pouvoir voyager tout seul. On veut ramener tout le groupe d'un coup. Déjà, les 5 titres de la DPJ ont manqué la visite pour voir leurs parents biologiques. Et ça crée tout un cauchemar pour cette famille-là. L'histoire que tu viens de nous décrire représente vraiment bien le foutu bordel qui a lieu présentement dans le cadre de ce conflit de travail-là, qui n'aura peut-être pas duré très longtemps, mais les effets, bien sûr, de tous ces vols annulés, on va les ressentir encore plusieurs jours. Dans l'article de Julien McEvoy, puis notre collègue Denis Thériault du bureau d'enquête, moi, il y a une phrase qui m'a vraiment marqué. Okay? Je vous la lis. Sur place, aucun représentant de Sunwing et de Nexus Store n'a pu être trouvé. Okay? Fait que là, tu sais, on va tous se reconnaître, là. On arrive sur place dans un tout inclus, là. T'sais, une des premières choses qu'ils nous disent, là, c'est « Hey, demain matin, réunion avec le représentant X de votre compagnie, là, de votre transporteur. » Puis là, pour vous expliquer, là, les règles de l'hôtel, puis après ça, coudonc, ils servent à quoi, ces représentants-là, là? C'est-tu juste à vendre des listes d'excursions en catamaran? Puis, non, mais ils sont où, ces gens-là, lorsqu'on a besoin d'eux? Là, on est face à une situation, là, OK, où là, tu sais, ils sont 14, là. Tu sais, ils sont 14. Il y a des jeunes enfants. Puis là, après ça, t'essaies de trouver le représentant, là, tu sais, de Sunwing, WestJet sur place. Il est pas là. Mais pour nous vendre des cochonneries, là, ça, ils sont là, par exemple. Ah, ça, là, ils vont t'en vendre, là. Tu sais, des petites... petites baignades d'un cénoté, là. Puis, venez sur le catamaran, venez, 200 pièces US, vous allez voir. Mais quand vient le temps de nous sortir du trouble, où sont ces gens-là? Moi, c'est la réaction. Puis depuis le début, je vous le dis, là, cette compagnie-là sous-estime les dommages réputationnels. On ne peut pas traiter les gens de cette façon-là. Tu peux pas, moi, d'une part, là, vouloir me siphonner mon argent, là, quand je pars en vacances. Puis après ça, lorsqu'une crise survient, puis, je veux dire, c'est dans l'actualité depuis quelques jours, là, ça fait combien de temps qu'on vous en parle, là, qu'il y avait potentiellement un conflit de travail entre les agents de bord et WestJet dans la nuit de samedi à dimanche. C'est pas... moi, je mets pas ça dans la même catégorie qu'une catastrophe naturelle, je sais pas moi, un accident terrible dans l'aviation qui frappe, quelque chose qui est imprévisible, ou en tout cas, là, dans ce cas-ci, je veux dire, les négociations piétinaient, ça marchait pas à moitié, il y avait un préavis de grève, un vote de grève avant. Tu sais, t'as un crescendo, là, tu le vois venir, là. Fait que laisser poireauter des gens pendant des heures et des heures sur la ligne, inacceptable. Ne pas proposer d'itinéraire qui fait du sens aux gens qui sont à l'extérieur, que vous avez abandonnés à l'autre bout du monde, inacceptable. Dans le cas de cette famille-là, là, ça va lui coûter combien au total?
Puis pas juste en coups, en stress, imaginez, là. Mais à la suite de ça, il faut se tenir debout. Tu sais, quand tu parles Ben de oui. dommages réputationnels, après, il ne faut pas, dès qu'on a l'occasion, retourner avec cette compagnie Des aérienne. fois, on a la mémoire courte. Beaucoup. T'as entièrement raison. Alors, moi, j'ai bien hâte de voir là, de quelle façon, parce que souvent, on le voit, là, tu sais, quand une histoire fait la une du journal, ou quand on vous en parle le matin à la radio, puis à la télé, souvent, c'est drôle, là, comme par magie. Il y a un relationniste qui se réveille, là. Puis on n'aime pas ça, là, faire la une du journal comme ça. Bien, hâte de voir, moi, ce qui va se passer à cette famille-là. On va leur parler, d'ailleurs, un peu plus tard à l'émission. Il y a des enfants qui ont été oubliés par leurs animateurs de camp de jour à la piscine. Ouais, c'est venu me chercher beaucoup, je vous avoue, comme ancien animateur, Aussi. moniteur de camp, d'essayer de comprendre comment la logistique a pu se faire là, au sein du camp de jour, Centre culturel, social, éducatif, le CCSE Maisonneuve, dans lequel il y a plusieurs centaines de jeunes qui évoluent. Et là, c'est les parents d'une jeune fille, Elia, 7 ans, qui l'ont retirée littéralement du camp de jour depuis vendredi dernier. On se dirigeait à la piscine Maisonneuve du parc Francine Léger, où ils vont très souvent ce camp de jour-là avec les jeunes. Et là, semble-t-il qu'on a oublié la petite Elia toute seule, en maillot de bain, pas loin de la piscine. On a comme pas pris présence, puis on a sacré notre camp du côté de l'animateur, dépendamment de la version qu'on raconte. Et là, il y aurait même eu un homme qui est resté presque une vingtaine de minutes à jaser avec la jeune fille, avant finalement qu'il y ait des sauveteurs, sauveteuses sur place qui décident de ramener la petite vers les moniteurs de camp qui seraient comme revenus à ce moment-là. Ce qu'on confirme du côté du camp, pour l'instant, c'est une rupture de supervision. C'est ce qu'on dit. Ils me font tellement rire, les boss, des fois. On dirait qu'ils écrivent leur ligne avec ChatGPT. Ouais, la rupture de Une supervision. rupture de supervision. Mais non, vous l'avez échappé. Il n'y a personne qui a jamais dit ça dans l'histoire des camps de jour. Une rupture de Mais supervision. comment c'est possible? Parce que quand tu as des enfants à ta charge, tu en as de temps à superviser, tu es tout le temps avec eux autres. Je comprends pas comment ça se peut, une rupture de supervision. Ça m'est jamais arrivé. Oui, eux disent que le moniteur était à une quinzaine de mètres à l'extérieur. Dans l'eau, tu peux pas faire ça. Surtout quand il y a de l'eau. Je comprends qu'il y a des gens qui sont affiliés à la sécurité à la piscine. Tu as des sauveteurs, sauveteuses. Mais ça va jamais remplacer la supervision du camp de jour. Tu es à la charge des gens qui sont au camp. T'as la vie des jeunes dans tes mais mains. ce qui est pire, c'est un incident comme ça, regarde, ça peut arriver. Souvent, tu as des animateurs qui sont plus jeunes. Je veux pas les excuser, là. Mais c'est parce que c'est la deuxième fois que ça arrive déjà cet été. Est-ce que la formation est suffisante? Oui, parce que là, dans le seul mois de juillet, il y avait un des parents, il y a un garçon qui a été oublié à la même piscine municipale au début du mois. Là, on avait assuré dans un courriel en disant « Non, ça ne se reproduira plus jamais. » Dans le même mois, ça réarrive. Là. Et les parents, justement, de ce petit garçon-là de 8 ans avaient rien dit jusqu'ici en se disant « Bon, regarde, ça va se régler. » Mais non, ils ont vu la nouvelle histoire et ont décidé d'aller de l'avant de leur côté. Là, on assure que les décomptes se font à partir désormais du nom de la liste des enfants. Mais c'était pas déjà fait, ça? Il me semble que c'est comme la base de n'importe quel camp de jour, de prendre tes présences comme il faut. C'est comme inquiétant ce que tu viens de nous décrire là, parce que je veux dire, les parents leur confient ce qu'ils ont de plus précieux dans la vie, leurs enfants. Alors, une rupture de supervision, puis on fait pas la liste de présence. Puis je questionne la ça va formation. Au début, techniquement, tu es supposé d'avoir 2 semaines de formation pour connaître tout ça, pour comprendre les enjeux de la vie des kids dans tes mains. T'as raison, il y a une pénurie aussi de jeunes dans les camps de jour. On manque de moniteurs, on manque d'animateurs. Est-ce que ça pourrait avoir rapport avec tout ça? Est-ce qu'on embauche des jeunes sans bien les former justement parce qu'on manque de bras? Peut-être. La question se pose. Alexandre, on a des nouveaux chiffres là, en ce qui concerne les cas de cyclosporose. Là. Et parallèlement à tout ça, puis ça a fait les manchettes, puis c'est sûr que là, cette année, les chiffres sont très élevés, mais ça se reflète aussi sur nos producteurs de laitue québécois qui ont vu leur vente, notamment, drastiquement diminuer cet été. Ouais, comme double mauvaise nouvelle là, ici au Québec. Parce que d'un côté, il y a eu une augmentation assez significative là, du parasite intestinal qui fait des ravages en ce moment aux États-Unis. La cyclosporose qui est causée par le cyclospore, qui est justement une espèce de petit parasite là, minuscule qui grandit, le cyclospora, dans notre ventre. Ça fait en sorte que des gens ont une diarrhée liquide abondante. Je suis désolé si vous prenez votre déjeuner en ce moment, pendant des semaines des semaines de temps. Vous passez pas des belles vacances, en résumé. Non, exactement. Vous passez pas des belles vacances. On est rendu au-dessus de 220 cas ici là, au Québec. Même. 223 très exactement en date du 1er août. Ça a doublé en seulement un mois. Par contre,
On dit, regarde, il n'y a pas de cas aux soins intensifs, 5 hospitalisations seulement. À date, ça se passe bien. Puis surtout, c'est qu'on associe les cas ici au Québec en très grande majorité à des expositions au Mexique. C'est des voyageurs qui se seraient rendus là-bas et qui ont consommé fruits, légumes, qui ont été en contact avec ce parasite-là et l'ont ramené ici au Québec. Mais le problème, comme tu le dis, Alex, c'est que nos agriculteurs ici de laitue ont bien de la misère là, à passer leur stock. Puis surtout, c'est une belle année, là, semble-t-il. Il y a beaucoup de soleil, puis il y a beaucoup d'eau également là, en alternance, ce qui est très, très bon pour la cultivation de laitue. Le problème, c'est que là, les stocks se passent pas. On a une baisse d'à peu près 10% des ventes de laitue un peu partout. C'est pas un produit qu'on peut garder longtemps non plus. Ils sont victimes un peu de cette mauvaise presse-là parce qu'aux États-Unis, c'était lié là, très directement aux emballages de laitue d'une compagnie américaine, justement, qui cultivait d'ailleurs au Mexique. Fait que là, on doit détruire des inventaires de laitue parce que ça se garde pas assez longtemps. On doit baisser les prix de manière drastique du côté de nos cultivateurs parce que sinon, les stocks vont pas passer en épicerie. Là. Pensez-y, une caisse, là, par exemple, de 24 laitues iceberg, on est à 22 $, on l'a descendu à 13 $. Fait qu'on perd vraiment des marges de prix qui seraient intéressantes habituellement pour les compagnies québécoises. Non, c'est assez triste de voir tout ça, mais aux États-Unis, on peut comprendre que le phénomène a fait peur. Là. C'est au-dessus d'une dizaine de milliers d'Américains là, qui sont touchés, qui ont été malades, minimum 2 qui sont morts même de ce parasite-là. Je ne suis pas nécessairement surpris qu'il y ait eu un petit changement dans les habitudes de consommation, mais peut-être pas de cette ampleur-là. Tu sais, 10% de la vente de laitue québécoise cet été, puis on comprend, là, lorsque les saisons sont de plus en plus courtes et extrêmement importantes, moins 10% au niveau de ton chiffre d'affaires, de tes ventes, c'est sûr que c'est majeur. Il faut quand même mettre les choses aussi en perspective. C'est-à-dire, puis c'est bien expliqué dans l'article du journal, ici, là, les normes, c'est pas du tout la même chose qu'au Mexique. Là. Non. On nous explique, entre autres, que les laitues en serre sont arrosées avec de l'eau potable qui est filtrée aux rayons ultraviolets. Ça détruit les microbes. Puis le fameux parasite, là, Cyclospora, se développe beaucoup aussi avec la chaleur, avec la météo. Ouais. Là. On parle de 7 jours de chaleur de plus de 22 degrés. Alors au Canada, on peut avoir quand même des belles séquences de beau temps, là. Mais il faut quand même faire la différence entre des produits qui viennent de l'extérieur et des pratiques agricoles qui, des fois, disons, laissent à désirer, sont un petit peu plus lousses, versus nos pratiques à nous. Moi, je n'ai pas changé mes méthodes. C'est la référence. Je suis pas le moins hypocondriaque de la gang, là. C'est la référence en purée de la station. T'sais, on a pris les habitudes pendant la pandémie, pendant les tarifs. Exact. Il lave sa laitue au purel. Ben oui, mais depuis les... Un petit goût avec du vinaigre balsamique, c'est bon. T'sais, depuis les tarifs, on a commencé à regarder d'où viennent nos produits. Ben, continuons de faire ça quand il y a des cas comme ceux-là. Ah, t'as entièrement raison. Soutien à domicile Québec qui élargit finalement les projets vitrines à 9 régions. Oui, parce qu'il y avait 3 régions qui bénéficiaient déjà là, de ces premiers essais du programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique, là, que ça mange en hiver, tout ça. Mais c'est des personnes qui sont en perte d'autonomie qui ont besoin là, d'avoir de l'aide à domicile, mais qui peuvent contourner le réseau de la santé. Imaginez-vous donc, ils ne sont pas obligés de passer par là. Ils peuvent contacter directement des entreprises d'économie sociale là, pour venir faire, par exemple, entretien ménager, hygiène, préparer des repas, faire le lavage, par exemple. Ben, tout ça, ils peuvent bénéficier là, max 15 heures par semaine d'aide à des tarifs qui peuvent être réduits là, selon les revenus jusqu'à 8,70 $. Puis pendant ce temps-là, ben, le gouvernement, lui, va payer 34,30 $ les mêmes services, va compenser les entreprises d'économie sociale qui font tout ça. On en avait à Alma, Rimouski, Belleuil. Ça a tellement bien été que l'on va Bas-Saint-Laurent, Saguenay, Lac-Saint-Jean et Montérégie en septembre. À partir d'octobre, Laval, Lanaudière et les Laurentides vont bénéficier. Novembre, Abitibi, Outaouais et Chaudière-Appalaches. Donc, on voit ça comme une très bonne nouvelle là, pour les gens qui ont besoin d'aide à domicile. Évidemment, quand c'est un plus gros soutien, plus important, on va quand même passer par le réseau de la santé, mais ça permet de délester quand même le réseau un tout petit peu. Scène culturelle et sportive, on va faire ça en gang. Isabelle, il y avait un grand absent à l'Omnium Banque Nationale. C'est le grand Marc Messier. Marc Messier qui était un passionné de tennis. Il nous a quittés malheureusement un peu plus tôt cet été, mais on lui a rendu hommage. Je trouvais ça beau de prendre ce temps-là, décédé. Il nous a quittés à 78 ans, puis encore aujourd'hui, on dirait que ça nous secoue, mais de le voir hier, où il y avait cet hommage, ce moment de silence qui a été fait, ça vaut la peine d'en écouter un bout, mais je trouve que ça a été fait avec classe. Prendre quelques minutes afin de rendre hommage à l'acteur québécois Marc Messier, qui nous a malheureusement quittés le 7 juillet dernier. Figure marquante du paysage culturel québécois,
Marc Messier était également un grand passionné de tennis. Fidèle amateur de notre tournoi pendant de nombreuses années. Ils ont projeté sa photo avec son nom, la raquette à la main. Après ça, il y a des jeunes qui ont fait leur entrée avec les chandails des boys, se sont placés dans le cours central. Puis après ça, ils ont levé la casquette comme une salutation de scène là, au théâtre. Je trouve que ça a été bien fait. Puis il mentionne dans l'hommage, Marc Messier a déjà été porte-parole de l'événement en 1999. C'était Eugène Lapierre qui l'avait recruté dans le temps. Puis c'était la volonté de prendre des gens du domaine artistique pour lier avec le sport. Il y a Claude Meunier qui l'avait fait l'année d'avant. Puis c'est un passionné, on l'a vu dans différentes photos, il a participé à plusieurs tournois, il était là comme spectateur aussi, il a été très, très impliqué à l'Omnium Banque Nationale, donc je trouvais ça le fun qu'ils aient pu faire ça, puis il semblerait qu'il y avait un style de joueur pas trop compétitif, donc c'était pas le genre de joueur à péter sa raquette quand ça fonctionnait pas bien. Je trouve ça le fun parce que, tu sais, il n'y a pas eu de funérailles nationales, je sais que ça en secoue quelques-uns, il n'y a pas de réglementation claire avec ça, mais je trouve que de l'avoir fait au Temple de la Renommée, juste pour rire, de le faire à l'Omnium, puis il y aura peut-être d'autres occasions de le faire, ça nous permet de se rappeler l'importance qu'il avait. Oui, c'est un très beau geste de la part de l'organisation. Ça démontre aussi toute la classe de cette organisation-là. Et sur le terrain, Alexandre, il y a quelque chose qui me marque de plus en plus, là, puis on l'a vu dans le passé aussi chez les femmes. Tu sais, rappelez-vous, là, Leila Fernandez, l'année passée, elle est arrivée brûlée au tournoi, se fait sortir rapidement. Là, c'est pratiquement la même chose qui est arrivée avec Shapovalov hier. Puis même le parcours de Diallo s'est terminé de façon assez abrupte hier soir. C'est spécial de savoir que le dernier Canadien en liste en simple, c'est Félix Auger-Aliassime, puis il n'a pas joué encore. Non, il va jouer ce soir. Et donc, c'est déjà beaucoup de déception pour les amateurs québécois, canadiens, là, qui venaient pour voir leur égérie ici, à commencer par Denis Shapovalov, plus tôt hier, qui était embêté déjà. Là. Il l'avait dit avant même de commencer son match, qu'il avait dû compenser là, dans le dernier tournoi qu'il avait mené un peu plus là, pour une jambe, une petite faiblesse d'un jambe, c'était retombé sur sa cheville et là, hier, a dû déclarer forfait là, durant le match. Donc, déjà, un Canadien qui tombait au combat. Puis là, finalement, c'est Gabriel Diallo qui perd sa première manche au deuxième tour, 6-4. Là, après ça, continue à bouger, même si on voit qu'il y a une douleur là, qui s'en vient dans sa jambe gauche après avoir fait un service. Et là, de temps en temps, on le voit se plier, faire des grimaces, demander de l'aide sur le côté pour finalement décider d'abandonner là, en larmes complètement. La foule lui a fait quand même là, une chaleureuse ovation, là, applaudi, mais moi, je trouvais que c'était une scène déchirante, là, le voir en larmes, ce grand gaillard-là de 6 pieds 8, les larmes qui coulent dans le visage, lui qui, évidemment, là, est même du coin du stade lui-même, qui n'a pas pu poursuivre son parcours, ça lui a fait énormément de peine, puis beaucoup de peine, j'imagine, au public réuni sur place. Oui, je comprends, mais moi, ça me surprend toujours un peu. Puis, bon, prenons l'exemple de Shapovalov, là, c'est ton tournoi, dans le sens que c'est... Tu sais, t'es Canadien, c'est l'Omnium Banque Nationale, ça se passe dans ta cour, ça se passe chez vous. Des fois, moi, je me questionne aussi sur le choix. Et, on sait que le calendrier est très, très, très condensé là, au niveau du tennis, puis ils sont très, très sollicités. Là. Puis souvent, le tournoi précédent est même pas terminé, qu'après ça, le prochain commence. Est-ce qu'il faudrait peut-être prioriser davantage? Je me suis posé la question l'année passée avec Leila Fernandez. Je me la pose encore avec Shapovalov. Tu sais, quand tu sens là, que tu as une blessure ou quoi que ce soit, on comprend que Shapovalov, il avait remporté Los Cabos l'année passée, voulait défendre son titre. Mais là, c'est comme au détriment de ton tournoi chez toi. Ouais. Puis, force est d'admettre que dans les dernières années, nos Canadiens se font sortir, là, mais rapidement. Moi, l'année passée, j'étais là pour Leila. C'était expéditif, là. C'était complètement... elle venait de gagner Washington. Après ça, bang, elle se fait sortir lors de son premier match. C'est malheureux. C'est malheureux pour les partisans. On ne les place pas dans des conditions favorables. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais des fois, peut-être que eux, dans le choix des tournois, il y aurait peut-être moyen de prioriser l'événement ici. En tout cas. Là, tous nos espoirs maintenant sont sur les épaules de Félix Auger-Aliassime ce soir.